Karine est une fille née dans une famille pauvre. Mais elle a toujours eu envie de vivre une vie de luxe, de vivre comme une riche, malgré le fait qu'elle soit née dans une famille modeste. Dans son enfance, elle avait une copine qui était juste voisine dans le quartier. La voisine s'appelait Mariam. Mariam vivait dans une belle et grande maison. Ses parents étaient très riches, contrairement aux parents de Karine. Mais Mariam avait choisi Karine comme amie. Karine était tout le temps jalouse de Mariam, parce que Mariam avait de beaux vêtements, de belles chaussures. Elle allait en vacances et tout. Karine était tout le temps jalouse. Pourtant, Mariam, de son côté, prenait vraiment Karine comme une amie. Elle lui offrait certains cadeaux que ses parents lui donnaient. Elle venait les lui offrir en cachette. Elle aidait son amie comme elle pouvait. Les deux ne fréquentaient pas la même école. Karine, elle, n'avait pas de livres. Donc, des fois, Mariam prenait ses livres et les donnait à Karine. Et peut-être disait-elle à ses parents qu'elle les avait perdus pour qu'on lui en rachète d'autres. Mais elle laissait quand même ses premiers livres à Karine. Le temps est passé. Les deux ont grandi. Et Karine ne supportait vraiment plus le fait que Mariam allait bien, vivait une belle vie, contrairement à elle. Un jour, Karine et Mariam marchaient dans le quartier. Mariam était bien vêtue, bien coiffée et tout. Et Karine, elle, n'avait pas de vêtements de valeur, mais elle était propre. C'est ainsi qu'elles ont fait la rencontre d'un jeune homme, à peu près de leur âge. Quand le jeune homme a vu Mariam, il a eu un coup de foudre pour elle. Du coup, il est directement allé vers Mariam et a commencé à lui parler. Karine, de son côté, était jalouse. Elle se disait dans sa tête. Pourquoi toujours Mariam et pas moi? Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Je suis plus belle qu'elle? Tout ça, c'est parce qu'elle vient d'une famille aisée. Donc, dans son cœur, Karine lui en voulait vraiment. Elle était tellement jalouse de Mariam. Le jeune homme s'appelait Lucas. Mariam et Lucas ont commencé à se voir de temps en temps. Mariam ne passait donc plus énormément de temps avec Karine, et Karine était vraiment, vraiment jalouse. Un jour, Mariam était en sortie avec Karine. Elles étaient dans un parc. Karine lui dit. Tu sais, Mariam, depuis que tu as commencé à voir Lucas, tu n'es plus pareille. Tu ne me considères plus. On ne sort plus comme avant. Je pense que Lucas a une mauvaise influence sur toi. Mariam aimait beaucoup Lucas. Du coup, elle lui dit. Non, ce n'est pas ça. Avec Lucas, c'est différent. Il veut être mon petit ami. Mais toi, tu es ma meilleure amie. Lucas ne prendra jamais ta place. Mais Karine, dans son cœur, avait tellement envie que Mariam et Lucas se séparent. Elle a donc commencé à chercher les voies et moyens pour briser leur relation. Un jour, Karine est sortie très tôt de l'école. Elle est arrivée chez Mariam et a trouvé sa mère. La mère de Mariam a toujours été très gentille avec Karine. Elle lui demanda. Ah, tu es venue voir ta copine? Elle dit. Oui, je suis venue la voir, mais aussi vous voir. La maman de Mariam demanda. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma fille? Elle dit. Non, il ne lui est rien arrivé. Mais je considère Mariam comme ma sœur. Je ne peux pas laisser quelque chose de mal lui arriver. Ces derniers temps, Mariam a rencontré un gars qui s'appelle Lucas. Il a une très mauvaise influence sur elle. J'ai même appris qu'il fréquente des vendeurs de grog. Ça m'inquiète. J'en ai parlé à Mariam, mais elle ne veut pas comprendre. Je lui ai demandé de s'éloigner de ce gars, mais elle refuse. Pourtant, ici, elle a tout. Elle a une belle vie. Je ne comprends pas pourquoi elle ne veut pas laisser Lucas, qui est un mauvais garçon. La mère de Mariam lui répondit. Franchement, je te remercie d'être venu me parler de cette situation. Ça prouve que tu considères vraiment ma fille comme une sœur. Je vais essayer de raisonner Mariam. Karine demanda. Maman, s'il te plaît, quand tu vas lui parler, ne fais pas en sorte qu'elle sache que c'est moi qui t'ai parlé de Lucas. La mère accepta. Karine rentra chez elle. Quand Mariam rentra à la maison, sa mère l'accueillit très sévèrement. Tu me decois enormement. Avec toute l'éducation que je t'ai donnée, c'est ce genre de garçon que tu fréquentes? Il vend du grog. Je ne veux plus te voir avec lui. Mariam essaya de se défendre. Maman, tu parles de quoi? Tu parles de qui? Mais sa mère répondit. Ne me prends pas pour une folle. Je sais pour toi et Lucas. Une mère voit quand son enfant change. J'ai les yeux partout. Je t'interdis de continuer avec lui. Mariam, prise de colère et de tristesse, s'enferma dans sa chambre et se mit à pleurer. Entre-temps, elle envoya un message à Lucas pour lui dire que sa mère ne voulait plus qu'elle le fréquente. Lucas lui répondit qu'il l'aimait et proposa de venir parler à sa mère. Mariam refusa et lui dit qu'ils continueraient leur relation en cachette. Karine se rendit compte que Mariam continuait toujours à voir Lucas.
Elle était tellement jalouse qu'elle monta un plan. Elle alla voir un homme du quartier, un tonton du quartier, qui mit en place un stratagème. Il envoya un autre garçon draguer Mariam pendant qu'elle était au parc. Il filma la scène et donna la vidéo à Karine. Karine envoya la vidéo à Lucas avec un numéro inconnu, en lui disant « Regarde. Tu dis que tu l'aimes, mais elle s'en fout de toi. Elle était au parc avec un autre gars. » Lucas, profondément blessé, envoya un message à Mariam. « Je pense que ta mère avait raison. On doit rompre. » Il rompit avec elle. Mariam, en larmes, appela Karine pour lui dire qu'il l'avait quittée, qu'elle croyait qu'il était sérieux. Karine la consola, faisant semblant de l'aimer comme une sœur. Mariam, brisée, alla voir sa mère et lui dit qu'elle voulait partir à l'étranger, qu'elle ne voulait plus rester ici. À cause de sa tristesse, sa mère accepta et l'envoya à l'étranger. 10 ans ont passé, durant lesquels Mariam et Karine ne se voyaient plus du tout. Karine, de son côté, a toujours voulu vivre une vie de luxe, une vie de reine. Elle a commencé à aller d'homme en homme. Elle avait un petit ami avec qui elle s'était mise en relation. Cet homme ne roulait pas sur l'or. Il se battait dans la vie. C'était un petit commerçant. Il avait un peu d'argent, mais pas assez pour satisfaire les envies de Karine. Mais Karine n'a jamais su se contenter de ce qu'elle avait. Elle n'a jamais pu se satisfaire de peu. Du coup, pendant qu'elle était en relation avec cet homme, qui s'appelait Marc, elle entretenait en même temps des relations avec d'autres hommes. De telle sorte qu'à la fin du mois, chacun lui donnait un peu d'argent, ce qui lui permettait de maintenir son train de vie. Elle aimait faire des boutiques, se faire belle. Elle se disait qu'elle était une belle fille et qu'elle méritait de vivre une vie de riche, une vie de luxe. Vint ensuite le moment où elle devait se marier. N'ayant pas de prétendant plus riche que Marc, Karine s'est retrouvée dans l'obligation de l'épouser. Elle s'est dit « Il faut que je me marie. Si mes parents commencent à me mettre la pression par rapport au mariage, je vais me marier. Et comme actuellement il n'y a personne qui a plus d'argent que Marc, je vais me mettre avec lui. » Donc Karine s'est mise avec Marc. Elle a insisté auprès de lui pour qu'ils aillent vivre dans un quartier chic. Sauf que, dans sa tête, elle avait déjà des plans. Marc lui disait souvent « Tu sais, chérie, je t'aime beaucoup. Je ne veux que ton bonheur. Mais actuellement, on n'a pas assez d'argent. Chaque fois que tu me demandes de l'argent, je fais des prêts. Aujourd'hui, je suis bloquée. La banque m'assaille. Il va falloir qu'on se serre la ceinture. » Karine n'était pas le genre de femme à vivre dans la pauvreté. Elle lui répondit calmement. « D'accord, il n'y a pas de souci. Essaye de relever la pente. Pour les affaires, je vais supporter. » Mais dans sa tête, elle avait déjà un plan. Juste en face de leur maison vivait une autre famille, une jeune femme et son mari, qui étaient avocats. Dès le premier jour de leur installation, Karine avait remarqué le monsieur. Elle avait vu la grosse voiture garée devant la maison. Il était sorti avec sa femme, bien habillé, en costume-cravate. Karine est tombée dingue amoureuse du type dès qu'elle l'a vu. Mais en réalité, elle était surtout tombée amoureuse de sa richesse. Elle a commencé à observer ses habitudes, les heures de sortie, le cabinet d'avocat où il travaillait, ce que sa femme faisait, ce qu'il aimait, ses couleurs préférées. Son ambition était claire, sortir avec lui pour l'argent. Après toutes ses recherches, Karine a tout fait jusqu'à ce que le voisin d'en face commence à sortir avec elle. Le monsieur lui offrait des cadeaux, beaucoup d'argent, des voyages. Marc remarqua que sa femme avait de plus en plus de beaux vêtements, de belles chaussures, des perruques, des montres de luxe, et qu'elle voyageait beaucoup plus. Quand il lui demanda d'où venait tout cet argent, Karine répondit qu'elle avait une cousine qui avait hérité et qui lui faisait tous ses cadeaux. Marc lui demanda de quelle cousine il s'agissait. Karine répondit « Tu ne connais pas tous les membres de ma famille. Est-ce que tu ne veux pas que je sois heureuse? Comme toi tu ne peux pas m'offrir tout ça, si ma cousine me le donne, je vais refuser à cause de toi? Ça veut dire que tu ne m'as jamais aimé. » Marc, qui aimait profondément sa femme et ne voulait pas de conflit, resta silencieux. Jusqu'au jour où Karine se rendit compte qu'elle était enceinte. Sauf qu'elle couchait à la fois avec son mari et avec le monsieur riche. Elle annonça la grossesse à Marc, en lui disant qu'ils attendaient un enfant. La situation financière de Marc n'avait toujours pas évolué. Au fond d'elle, Karine savait que l'enfant n'était pas celui de son mari, mais celui du riche voisin. Pourtant, elle fit porter la paternité de l'enfant à Marc. Marc, ne se doutant de rien, prit soin d'elle durant toute la grossesse. De son côté, Karine coupa les contacts avec le riche monsieur pendant sa grossesse. Dans sa tête, elle avait déjà tout planifié. Une fois que l'enfant aurait grandi, elle irait voir le monsieur pour lui révéler la vérité. Il n'aurait alors pas d'autre choix que de reconnaître l'enfant et de lui donner une partie de son héritage. Elle priait pour avoir un garçon,
sachant que le monsieur n'avait pas encore d'enfant avec sa femme. Un jour, alors qu'elle rentrait de l'hôpital pour une visite médicale, Karine remarqua que la voiture du voisin n'était plus garée devant sa maison. Cela faisait déjà 2 jours qu'elle l'avait remarqué. Elle alla interroger le gardien. « Ça fait déjà 2 jours que je ne vois plus la voiture du monsieur. Est-ce qu'il va bien, lui et sa femme ?» Le gardien lui expliqua que la femme du monsieur devait subir une opération et qu'ils avaient décidé qu'elle se fasse opérer à l'étranger. Et du coup, ils ont décidé de s'installer définitivement à l'étranger. Karine, prise de panique, commence à se dire « Mais comment ça, à l'étranger ? Est-ce que je peux savoir dans quel pays ? Ont-ils laissé des nouvelles ?» Le gardien, un peu surpris, lui répond « Mais ce n'est que votre voisin, pourquoi vous vous comportez comme ça ? » Parce qu'on lui avait dit que le monsieur était parti à l'étranger. En fait, quand le monsieur est parti, il avait laissé une lettre. Destinée à Karine, pour lui dire « Écoute, je m'en veux beaucoup de ce qui s'est passé entre nous. Ma femme m'a toujours aimé, et j'ai donc pris la décision d'arrêter cette relation. » Karine, n'ayant plus d'informations sur le monsieur, se dit qu'elle va continuer à faire porter la maternité à son mari. Elle décide de chercher où se cache le monsieur, dans quel pays, et une fois qu'elle saura, elle trouvera un moyen de faire savoir à sa femme qu'elle a accouché de l'enfant de son mari. Le temps passe. Un beau jour, Karine accouche d'une fille. Une fille vraiment belle, qu'elle nomme Elora. Il faut savoir qu'Elora ressemble beaucoup à sa mère et qu'elle a hérité de son caractère ambitieux et avide. Entre-temps, Karine continue de vivre de relation en relation, tout en gardant son mari sous contrôle. Le monsieur, lui, ne se doute de rien parce qu'il aime sa femme. Même quand certaines personnes lui disent « Ta femme te trompe avec d'autres hommes », il n'y croit pas. Il aime profondément Karine et se dit que tout cela ne peut pas être vrai. Marc a toujours voulu un autre enfant, mais Karine a toujours refusé. Elle dit que si elle tombe encore enceinte, cela gâterait son corps, diminuerait sa beauté. « Nous avons déjà un enfant, l'essentiel est là », répète-t-elle. Marc, de son côté, continue ses affaires. Il n'est pas très riche, mais il a le minimum pour faire vivre sa famille. Mais comme d'habitude, Karine a toujours des vêtements de luxe, des voyages et des cadeaux. Chaque fois que Marc lui demande d'où vient tout cet argent, elle trouve toujours un moyen de justifier les choses, et Marc croit à tout. 20 ans passent. Elora devient une très belle jeune fille. Pendant ces 20 ans, Karine a réussi à rentrer en contact avec l'avocat et lui faire comprendre que l'enfant qu'elle portait était le sien. L'avocat, qui n'avait pas eu d'enfant avec sa femme à cause de sa maladie, envoie secrètement de l'argent à Karine pour qu'elle prenne soin d'Elora. Elora grandit, et un jour, elle rencontre un jeune homme au supermarché. Il est beau, élégant, et elle tombe immédiatement sous son charme. Le jeune homme, de son côté, est aussi séduit par elle. Elora a hérité du côté frivole de sa mère. Elle aime attirer les regards, qu'on lui dise qu'elle est belle, et elle aime le luxe. Sa mère l'a habituée à cette vie malgré le fait que Marc n'ait pas beaucoup d'argent. La femme de l'avocat, entre-temps, se sent mieux. L'avocat décide de rentrer au pays. Le pays me manque. Sa femme lui répond, d'accord, sans souci. Le pays me manque aussi. Ils reviennent donc s'installer au pays. Quand Karine apprend que le monsieur est revenu, elle commence le chantage. Si tu ne m'augmentes pas l'argent, je vais dire à ta femme que tu as assez d'enfants. Elle met le monsieur sous pression. Il faut savoir que ce monsieur aimait les jeunes filles. Un jour, il rencontre une fille belle et rayonnante. Cette fille, c'est Elora. Elora, elle, aime que les hommes la regardent et qu'on lui offre des choses. Elle se dit, si ce monsieur ne m'intéresse pas, je peux juste sortir avec lui quelquefois pour de l'argent. Mais entre-temps, Elora aime également le jeune homme qu'elle a rencontré. Un jour, elle explique à sa mère qu'elle a rencontré un beau jeune homme qu'elle aime et que lui aussi l'apprécie beaucoup. Karine lui demande si le jeune homme vient d'une famille aisée. Elora lui répond que oui, qu'il est héritier, mais qu'elle n'a jamais rencontré son père. Entre-temps, Karine explique également à sa fille qu'il y a un autre monsieur très riche qui lui donne de l'argent, et que tout cet argent est utilisé pour entretenir leur train de vie. Karine a habitué Elora à cette vie de luxe, sortir avec des hommes, prendre de l'argent et le donner à sa mère pour qu'elle vive dans le luxe. Elle a une grande liberté. Elle sort quand elle veut, rentre à l'heure qu'elle souhaite, voyage, porte des sacs et accessoires de luxe. Sa mère lui dit, si ce monsieur continue à te donner de l'argent, prends-en beaucoup et viens prendre soin de moi. Elles s'amusent à répéter une phrase ensemble, en claquant des mains. Toujours riche, toujours l'argent, jamais la pauvreté, mieux vaut la mort que la pauvreté. Le temps passe. Elora sort à la fois avec le jeune homme et le riche monsieur. Un jour, en passant par inadvertance, Karine remarque le profil du riche monsieur sur le téléphone d'Elora. Elle appelle sa fille et lui dit « Écoute, Elora, je veux que tu mettes un terme à cette relation. Je ne veux plus que tu sortes avec ce monsieur. Il faut savoir que,
Pendant tout ce temps, le riche monsieur demandait des photos d'Elora à Karine. Mais Karine ne voulait jamais les lui donner. Elle se disait, s'il connaît le visage de ma fille, il pourrait envoyer des gens pour la kidnapper. Les photos qu'elle envoyait au monsieur n'étaient pas celles d'Elora. Elle prenait en photo une autre jeune fille du quartier, du même âge qu'Elora, et envoyait ses photos. Le monsieur ignorait donc que la véritable Elora était sa fille. Elora, de son côté, ne comprend pas pourquoi sa mère lui interdit de sortir avec le riche monsieur. Tout le temps, il me donne de l'argent, pense-t-elle. Sa mère lui répond, je n'ai pas à t'expliquer. Je suis ta mère, je t'ai demandé d'arrêter. Elora dit, d'accord, maman. J'ai compris. Mais dans sa tête, elle ne comptait pas mettre fin à cette relation. Elora est aussi têtue que sa mère. Elle continue donc à voir le riche monsieur. Quand Karine se rend compte que sa fille persiste dans cette relation, elle convoque le monsieur et lui dit « Il faut qu'on parle ». Ce jour-là, Karine décide d'emmener l'avocat dans un restaurant pour lui dire « Écoute, Elora est ta fille, tu ne peux pas sortir avec elle ». Mais Karine ignore encore qu'Elora a des relations sexuelles avec ce monsieur. Donc, quand elle avait parlé avec lui, Elora lui avait demandé « J'espère que tu n'as pas couché avec ce monsieur ». Et elle lui avait répondu « Non, je joue juste avec lui. C'est un vieillard, moi ce qui m'intéresse, c'est juste son argent. Chaque fois qu'il me demande de venir à l'hôtel avec lui, je trouve des excuses et je n'y vais pas. » Karine, de son côté, se dit « Ok, rien ne s'est passé, je vais mettre un terme à cette relation. » Mais quand elle était au téléphone avec l'avocat pour lui donner rendez-vous, son mari, Marc, comprend qu'elle donne rendez-vous à un autre homme. Il se demande « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle donne rendez-vous à un autre homme, en disant que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus et qu'il y a quelque chose de très important à discuter ?» Marc décide alors de s'arranger pour être présent à ce rendez-vous. Il faut savoir que le jeune homme, de son côté, aimait énormément Elora et avait parlé d'elle à sa mère. Il lui avait dit « Écoute, j'ai déjà parlé de toi à ma maman, et elle aimerait bien te rencontrer. » Elora, folle de joie, lui répond « D'accord, sans souci. Où devons-nous nous rencontrer et quand ?» Le jeune homme lui donne la date et le nom du restaurant. Rendez-vous à l'hôtel du Palace à 13h. Je vais réserver une table là-bas. Elora lui dit « Ça tombe bien, j'ai aussi une très bonne nouvelle à t'annoncer. C'est une surprise, et je sais que tu vas l'aimer. » Comme le hasard de la vie le veut, c'est également dans ce même hôtel que l'avocat avait donné rendez-vous à Karine, à la même heure. Le jour du rendez-vous arrive. Marc suit sa femme pour savoir exactement où elle va. Quand il arrive, il se cache dans un coin. Karine s'installe et l'avocat également. Elle commence alors à lui dire « Vraiment, si je t'ai convoqué, c'est parce que j'ai quelque chose de très important à te dire. En fait, la fille avec laquelle tu es actuellement, c'est Elora, ta fille. » Le monsieur répond « Non, arrête de raconter des bêtises. Je connais Elora, tu m'as envoyé sa photo. Je ne pouvais pas imaginer que tu sois jalouse, même d'une gamine. C'est quoi, t'as pas confiance en toi ?» Pendant ce temps, Marc, qui est caché à une autre table avec une casquette pour ne pas être vu, entend tout. Fou de rage, il se lève et affronte Karine et l'avocat. « Qu'est-ce que tu racontes ? Elora n'est pas ma fille. » Le brouhaha attire tous les clients du restaurant. C'est alors qu'Elora, en voyant sa mère et Marc, comprend que ce sont ses parents. Elle se lève et va vers la table. Le jeune homme et sa mère la suivent. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ? » demande-t-il. « Elora dit. Mais ce sont mon papa et ma maman qui sont en train de se disputer. » En approchant, la femme de l'avocat reconnaît son mari et s'exclame. « Mais chérie, qu'est-ce que tu fais ici ?» Marc répond. « Ah, c'est vous la femme du monsieur. » Le drame se précise. Karine a révélé à l'avocat que Elora est sa fille. L'avocat, scandalisé, dit « Karine, c'est de ta faute. Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé les bonnes photos de ma fille ?» Elora s'écroule au sol, en pleurs. « Je suis fichue, ma vie est fichue. Je suis une erreur de la nature. Je porte en moi une malédiction. » Karine lui dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis enceinte. » Mathieu, le jeune homme, demande avec suspicion. « Tu es enceinte de qui ? Du père ou du fils ? Es-tu sûre que c'est de moi ?» Elora, les larmes aux yeux, répond. « Je ne sais pas réellement de qui je suis enceinte. Je ne sais pas si c'est le père ou le fils. » Karine se tourne vers l'avocat. « Tu m'as dit que tu n'avais pas d'enfant avec ta femme. » L'avocat répond. « Cet enfant, c'est celui que j'ai eu dans ma jeunesse. Sa mère est décédée dans un accident, et ma femme, après m'avoir épousé, l'a toujours considéré comme son propre fils. » Elora. Dans un dernier souffle,
crie au milieu du restaurant. Je sais une chose, à ce moment-là, c'est que ma mère m'a tuée. Je suis vivante, mais je suis morte. Cette histoire nous rappelle que la jalousie, la manipulation et la recherche effrénée du luxe peuvent détruire des relations et des vies. L'honnêteté, la confiance et l'intégrité sont essentielles pour bâtir des liens solides. Les choix que nous faisons ont toujours des conséquences, parfois imprévisibles. Enfin, l'amour, le respect et les valeurs que l'on transmet à ses enfants sont plus précieux que l'argent ou le pouvoir.